Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour Clémence Duranton, merci d'être avec nous. Vous êtes bonjour. Journaliste média à Paris Match, entre autres, et cette semaine 2 articles dans Paris Match, l'un sur la nouvelle série de TF1, l'adaptation française de This Is Us, et puis une autre sur Pékin Express. Et avec vous, on va parler des conditions de tournage, comment est-ce que les chaînes s'adaptent avec les gestes barrières et les mesures anti-Covid. Vous allez nous raconter les coulisses du tournage de Top Chef et de Pékin Express. Gilles, la question du jour, on y avance. La question du jour, c'est parce qu'on a eu une petite info de Michael Zolto-Broda, puisqu'on est dans le club de la presse média, qui est journaliste au Parisien, et il y a un article à paraître qu'il va signer dimanche concernant une petite enquête qu'ils ont fait sur les primes. Est-ce qu'avec le confinement, parce qu'on est chez nous dès 18h, donc on a fait la cuisine, on a fait le repas, est-ce qu'on est prêt à avoir des primes qui devraient commencer plus tôt? Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que les primes pourraient commencer à 20h30 parce qu'on est à la maison plus tôt? Vous dites oui à 67%, non à 33%, et un auditeur nous dit couvre-feu ou pas couvre-feu, confinement ou pas confinement, il est lamentable que désormais il faille attendre 21h15. C'est une auditrice qui nous dit ça. Je voudrais dire à cette auditrice qu'elle est gentille, 21h15, parce qu'en ce moment c'est même 21h25 voire 21h27 pour lundi et mardi. Les primes de M6 ont commencé à 21h27. De M6? Non, de C8, pardon. Ah oui, M6, oui, de C8. Non, de C8 et de TMC qui finissent tard. Mais enfin, après, les grandes chaînes commencent 21h05, 21h10. Beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence Duranton? Ça vous a posé question? Oui, moi, c'est vrai que je me suis interrogée parce que... on sait que s'ils ont décalé le prime au fur et à mesure des années, c'est parce qu'ils s'adaptent aux usages, en fait. Donc, on peut se dire qu'en effet, là, les usages ont évolué, donc peut-être qu'il faut le faire évoluer aussi. Après, est-ce que les gens ne sont pas tellement habitués que du coup, ça va être perturbant pour eux et ils ne seront peut-être pas là au début? C'est un peu le problème. Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont dîner plus tôt? Est-ce que et puis ça veut dire qu'il faut supprimer des émissions, des access prime time, pour arriver, je sais pas. Écoutez, on va lire l'enquête de Michael Zolto-Broda. Non, mais une chaîne pourrait prendre le pari. C'est une chaîne comme W9, par exemple, qui n'a pas de contraintes. Il n'y a pas d'auditeur non plus. Non, c'est pas qui n'a pas de téléspectateurs. Mais les filles, vous êtes dures. Non, mais on parle pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Non, on parle voilà, absolument. Non, mais il n'y a pas une. Voilà, si on parle de TF1, France 2, on parle des grandes chaînes, des chaînes premium. Voilà. Alors, donc, le Twitter de Sud Radio pour voter. Et puis, on va passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Bon, alors j'y vais pas. En ce moment, Emmanuel Macron vit un moment de solitude à l'heure du choix du confinement ou pas. Alors, un moment de solitude, il en a vécu un hier. Je ne sais pas, Clémence, Valérie, si vous avez vu ces images. Il était en Zoom, donc en visio, avec Klaus Schwab. C'est un économiste allemand. Quand celui-ci s'est figé sur l'écran, notre président a été abandonné. Il a un peu paniqué. Dans toutes ces choses... Je vous ai perdu, Klaus. Cher Klaus, je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas nous qui avons des problèmes? J'ai rien oublié, j'ai pas dit de... Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. Ah, Monsieur le Président... Il faut meubler, c'est un boulot d'animateur télé en plein direct. Alors, il faut vous dire qu'on l'a réduit à 27 secondes, mais tout l'extrait fait presque 1 minute 30 où il y a des grands moments de silence. Mais voilà, on vous a fait un résumé pour la radio. Je suis content, je suis avec 2 filles. Alors écoutez bien, c'est du grand Éric Zemmour hier sur CNews sur la parité. Je vous laisse juger. Il a juste commencé par une phrase très prometteuse. Si j'étais une femme. Je vous répète, si j'étais une femme, je trouverais très humiliant, et je suis sérieux, d'être nommée parce que je suis une femme. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes. Par exemple, à l'ENM, il y a plus de femmes. Donc il y a 2 conséquences. Quand est-ce qu'on fait une loi sur la parité des hommes? L'École nationale de la magistrature, c'est ça. L'École nationale de la magistrature. Quand est-ce qu'on fait une loi sur la parité des hommes? Puisqu'il y a plus de femmes. Il faut protéger les hommes qui ne sont plus choisis à l'ENM, qui n'ont plus les concours.
Ouais, moi je demande la parité des hommes. Donc, il est voilà. dans la provoque, exactement. Évidemment. Bon, à noter Valérie que sur place, il y avait quand même une femme sur le plateau. On ne l'a pas trop entendu, mais il y en avait une, je vous rassure. Hier, coup de colère de Benjamin Castaldi face au syndicaliste Benjamin Amar de la CGT n'en touche pas à mon poste. Il faut dire que Benjamin Amar est venu parler de la mère du jury qui aurait exploité des femmes ukrainiennes. C'était dans Libération et Benjamin Amar a fait une partie de cette enquête pour la CGT. Benjamin Castaldi, présent sur Touche pas à mon poste, a trouvé que le moment était mal choisi pour parler de ce sujet. Il y a un môme qui s'est fait tabasser et on vient de nous expliquer un truc qui est effectivement très grave à ce moment-là. Je trouve ça scandaleux, ça me révolte, je vous le dis. Votre pub que vous faites maintenant, ça me révolte, je vous le dis, droit dans les yeux, c'est nul. Voilà. Je pense que je veux, j'ai le droit de vous le dire. On est en démocratie encore, ok? Vous faites de la pub, voilà, c'est tout. Il y a un mec qui s'est fait tabasser et on peut nous expliquer qu'il y a un problème judiciaire. Eh ben, faites-le. Mais c'est pas le propos. Merci elle. Oh là là, répondez. Je peux pas vous dire. Benjamin, répondez. Non, je réponds pas, c'est n'importe quoi. Voilà, le débat est lancé concernant la maman de Yuri. À peine 3 semaines de présentation du Trésor, Marie-Sophie Lacaro a les honneurs de quotidien. Alors, vous vous souvenez tous, sur TMC, il y avait Stranger Jean-Pierre, où c'était un montage de ses phrases. Et bien, ça y est, maintenant c'est Stranger Marie-Sophie Lacaro. Avec notre petit plaisir. C'est le sujet numéro 1 dans toutes les conversations. Le Premier ministre a lâché une petite caisse. On en parle dans un instant. Et visiblement, vous semblez vouloir de plus en plus vous faire démonter à la maison, en petits groupes. On part tout de suite dans les Alpes-Maritimes avec Enrico Macias. Ça me fait pas rire du tout, moi. Mais, je sais pas, ça me faisait des gens, ça vous a vu? Moi, ça me fait sourire. Oui, c'est voilà. Bon, voilà. Et pour finir c'est compliqué l'humour. Et pour finir notre Sandrine Saroche, alors ça, je sais que ça vous fait rire, que ça vous plaît. Elle rend hommage au Sud de Fernand Sardou, vous savez, où elle a adapté son Aujourd'hui peut-être pour Emmanuel Macron. Tiens, écoute. Ce confinement, personne ne sait quand le président va nous l'annoncer. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. On n'est pas pressé, c'est pas un problème. Il va l'annoncer le mois prochain. Et pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème, dès le lendemain, il va demander aux Pyrénéens d'y aller lui-même. Voilà, Sandrine Saroche. Donc, alors, ça mobilise nos auditeurs. Maya nous dit ce serait tellement mieux à 20h30 sur notre question du jour, la question du Parisien. Donc, vous pourrez le lire dimanche. Ce que pensent les Français, puisqu'ils ont fait une grande enquête sur le sujet. Et Maya nous dit ce serait tellement mieux à 20h30 après le prime, se dire qu'on a encore un peu de temps pour soi et qu'on ne se couche pas tard. Mais non, voilà, dommage, je ne la regarde quasiment plus la télé. Puis une autre auditrice nous dit ma fille finit tard, donc de toute façon, ça changerait rien. Donc je pense que c'est un vrai sujet très clivant. Voilà, heureusement il y en a pour tous les goûts et qu'avec le replay on peut aussi, il faut le dire, démarrer son prime quand on veut. Exactement. Et puis certains programmes sont disponibles dès 6h30 du matin. Donc on peut aussi regarder certains primes de France Télévisions, entre autres, quand on veut, même dans l'après-midi. Allez, on marque une pause. Non, il n'y a pas de pause. Le conducteur est donc faux. Non. Si, il y a marqué 10h14 pub. Non, je voulais enlever. Non, vous ne l'avez pas enlevé du tout. Donc Clémence Durand, journaliste à Paris Match. Donc Paris Match cette semaine, 2 grands articles, l'un sur la nouvelle série de TF1 qui commence, nouvelle série adaptation française de This Is Us, et puis une autre sur Pékin Express. On va parler de ces tournages en temps de Covid, et en particulier vous êtes intéressé à Pékin Express. Et vous avez interviewé, évidemment, le grand chef qui vous a donné quelques secrets. Comment on fait en temps de Covid, justement, pour tourner? Alors, c'est vrai que c'est dingue parce que, Pékin Express, c'est une épopée déjà. C'est très compliqué. C'est peut-être une des seules émissions au monde qui a une si grosse équipe et qui se déplace. C'est-à-dire que c'est 200 tonnes de matériel, c'est une équipe de près de 200 personnes, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est presque autant que Koh-Lanta, sauf que c'est itinérant. Donc, on peut vraiment se poser la question de se dire, mais comment ils font parce que voilà. Alors, en plus, ils n'ont pas eu de chance parce que sur le premier parcours qui avait été fait, ils se sont retrouvés en pleine, juste au moment où Macron nous a annoncé que nous étions confinés. Eux, ils étaient à ce moment-là en Éthiopie. Donc, il est vrai que c'était pas très simple. Ils se sont dit, mais comment on va faire? Parce que
je pense que de la même manière, aujourd'hui, c'est très lointain pour nous, mais ils ne pouvaient pas imaginer que ça en arrive là. Ouais. Et en plus, eux, ils sont en Afrique à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de cas. Donc ils se disent bon bah voilà, alors on apprend que les tournages s'arrêtent ailleurs, mais on se dit que bah nous finalement il n'y a pas tant de risques que ça, ils mettent pas en danger les équipes ni les candidats, il n'y a pas de cas. Mais c'est vrai qu'ils me disaient, on commençait quand même à essuyer des remarques, les candidats commençaient à entendre mais qu'est-ce que vous faites là, parce que du coup ils ont cette image européenne où on devient un peu dangereux. Ils se disent quand même qu'ils peuvent continuer, et quand ils arrivent du coup en Éthiopie, ils font un périple de 30 heures en caravane en plein milieu de l'Éthiopie. Et quand ils arrivent là-bas, on leur dit en fait le pays est confiné, il faut que vous partiez. Donc là c'est la cata, parce qu'ils se disent comment on va faire. Ils sont pas du tout proches en plus de l'aéroport international. Donc là ils louent un avion à une société locale, l'équivalent d'Air France là-bas. Ils louent un avion complet, ils mettent tout le monde dedans, ils se disent on va aller à l'aéroport et on va essayer de trouver un avion pour mettre tout le monde dedans. Et là c'est vrai qu'ils y arrivent, mais ils montent dans l'avion avec un sentiment vraiment... ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur, ils se sont dit, on a eu l'impression que les portes s'étaient fermées derrière nous. Donc c'est vrai qu'au moment de reprendre, ils se disent... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart en Afrique ? Est-ce qu'on repart pas en Afrique ? Et là, du coup, ils changent tout le parcours au dernier moment. Il faut savoir que Pékin Express, c'est ça demande quand même une préparation énorme. Ils font des repérages. Évidemment, il y a des autorisations à demander. On n'arrive pas comme ça. Une fois que la course est lancée, c'est compliqué de rentrer à Paris et de refaire une course. Exactement. Surtout que là, donc ils avaient 3 épisodes en boîte, ce qui sert strictement à rien. Ils pouvaient rien en faire. Ça s'est arrêté en plein milieu, mais ils peuvent pas les perdre non plus parce que ça a coûté beaucoup d'argent. Donc ils se disent on va reprendre les mêmes, on prend les mêmes, on recommence, mais sur un autre parcours. Et donc ils s'assurent un peu. Alors c'est marrant parce qu'ils le disent, c'était pas tellement différent, mais ils voulaient quand même être plus près de la France. Donc ils se disent on va prendre un parcours plus près. Donc ils passent par la Grèce, ils passent par des pays qui sont plus proches de nous. En se disant que finalement ils avouent qu'en fait ça aurait pas changé grand chose s'ils avaient été en Afrique à ce moment-là. C'est peut-être plus simple de dormir chez l'habitant en Afrique qu'en Grèce, non ? Exactement. Parce que je me posais cette question. Exactement. Et ça c'est vrai que je leur ai demandé. Alors ils m'ont dit c'est vrai que la course n'est pas la même. C'est-à-dire que sur la deuxième partie, alors déjà il y a eu une question qui s'est posée, c'est masque ou pas masque ? Parce qu'en télévision, on ne nous voit pas. D'ailleurs, nous ne sommes pas masqués aujourd'hui parce que du coup, on prend des mesures qui font, et en télévision, on fait en sorte que les gens ne voient pas ça. Et donc, c'est la première émission où on va voir des gens masqués. Donc, ils vont être masqués. Alors, ils leur ont pris des masques transparents. Durant la course, ils seront masqués. Ils seront masqués pendant toute la course. Donc, ça a été déjà un choix extrêmement difficile qui a demandé des heures et des heures de discussion. Parce que c'est... Et quand ils arrivent effectivement là-bas, les gens ils disent non, mais en fait, on n'est pas chez nous. Et ils sont un peu en panique. Et après, c'est vrai qu'il me disait, Stéphane Rothenberg me disait que c'est des pays où ils sont très très chaleureux. Donc, la différence est moins grande que s'ils avaient été dans un pays plus froid comme un pays asiatique, par exemple, qui est plus loin de notre culture. Mais c'est vrai qu'il me dit, typiquement, ils dorment dans le jardin. Ils les font pas dormir chez eux. Alors, ils les laissent planter les tentes dans le jardin et ils mangent pas avec eux non plus. C'est-à-dire qu'ils me disaient, en fait, soit ils leur disent, du coup, vous mangez pas ici, soit ils leur disent, vous mangez mais pas avec nous. Donc, ces scènes de vie qu'on a eu l'habitude de voir et qui font l'essence de l'émission sont forcément moins présentes. Et alors, qu'est-ce que à l'antenne, ça va être... Alors après, parce que ça faisait partie des choses... Ils n'auraient pas dû annuler. Est-ce que ça vaut le coup de tourner en temps de Covid ce genre d'émission? Alors, eux disent que là, ce qu'ils ont commencé à monter, ce qu'ils ont vu, ça vaut le coup. Moi, pour l'instant, ce que j'ai vu, ce que nous, on a pu voir, c'est les images de la première partie de la course, quand ils sont encore en Afrique, qui sont d'ailleurs incroyables. Les décors sont totalement dingues. Ils sont au milieu des rhinocéros. C'est fou. C'est très, très dommage. Mais d'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils gardaient du coup ce parcours pour une course future parce qu'ils se rendent bien compte que c'était un parcours incroyable. Exactement. Mais ça va être la première émission où on va voir des candidats et puis des gens masqués. Mais du coup, ils marquent l'histoire aussi. C'est ce qu'ils disaient. C'est intéressant parce que ça restera un souvenir peut-être. Alors, on espère lointain. Et quand on reverra les images, on dira oui, c'est vrai, on était masqués à l'époque. Donc ils feront plus la bise aux enfants comme c'était dans les émissions. Ils les prendront plus dans les bras. C'est pas possible. Mais c'est vrai que ça a changé pas mal. Enfin, le Covid va changer pas mal de choses sur les tournages. Vous vouliez parler du public, Gilles, parce que
que c'est vrai que moi j'ai fait un coup de gueule en m'interrogeant sur ce public qu'on voit dans les émissions de variété, c'est-à-dire que les salles de spectacle sont fermées, les concerts sont interdits, donc je ne remets pas en cause le fait que France Télévisions ou TF1 puissent proposer des émissions de variété, mais c'est le public qui m'interroge, c'est de voir ces gens qui sont plusieurs centaines parfois, masqués mais assez proches, donc quelle différence avec un théâtre ou un cinéma. Donc Gilles s'est renseigné, vous avez enquêté Gilles? Alors j'ai enquêté sur plusieurs choses. Il faut savoir en tout cas sur les émissions comme Symphonissime, ce sont des comédiens qui sont payés, c'est-à-dire que ce n'est pas du public, ce sont des gens qui sont testés, donc comme ils sont payés, on leur demande certaines choses comme d'aller se faire tester, de revenir avec un test, donc il y a des choses qu'on peut demander qu'on ne peut pas forcément demander à un public normal. Enfin, ça s'appelle un public quand même. C'est ça. Oui, ça peut quand même être un cluster. Ouais. Oui, enfin non, parce qu'ils ont été testés à 48 heures. Oui, mais enfin vous pouvez avoir chopé le Covid dans les 48 heures. Donc peu importe, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas la logique qu'on permette un public dans une émission de télé. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai que c'est pour contourner. En fait, on dit que ce sont des salariés qui sont là. Ah ben ils sont salariés directement puisqu'ils viennent. Donc ce n'est pas un public puisque le public et donner des choses en public sont interdites. Là, c'est des gens qui vont travailler et leur rôle, c'est d'être figurant. Ouais. Donc voilà, madame. Bon, alors vous n'allez pas être content parce que j'ai une autre info. Ouais. Le 12 février prochain, à la scène musicale aura lieu les Victoires de la musique devant 1300 personnes qui vont assister. Ouais. Allez voir la tête de Valérie sur le Facebook. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux dire qu'on rouvre les salles de spectacle, qu'on rouvre les cinémas. Voilà, allez-y, finissez. Alors 1300 personnes à la scène musicale. Eh bien, en fait, ça va être une expérimentation pour inciter à la réouverture des salles de spectacle. Alors, ça va être un concert test, comme il y en a eu à Barcelone. L'idée... Donc pour l'instant, c'est pas encore validé à 100%. Il faut l'autorisation du ministère de la Culture et des autorités sanitaires. C'est que en fait, un laboratoire qui s'appelle Innova Medical Group, spécialisé dans les tests antigéniques, vont tester tout le public. Et donc on va voir après qu'ils aient assisté à ça, on les retestera pour voir si c'était un cluster et si un concert a donné lieu. C'est aberrant. Non, complètement aberrant, non? Vous êtes d'accord, Clément? Je suis totalement d'accord. C'est complètement aberrant. C'est quoi ces tests ça permettrait de savoir si durant un concert, vous pouvez créer un cluster ou pas avec des gens qui sont testés avec ce qu'on appelle des tests antigéniques. C'est une expérience médicale, quoi. C'est une expérience, entre autres. Ils vont tester le public avant. Ce public va être suivi après le concert et on verra si ce concert a créé des gens malades au cours. Et voilà, et ça va être pour les Victoires de la musique. Qui auront lieu quand? Les Victoires de la musique, ça a lieu le 12 février. Ah oui, c'est bientôt, ouais. Voilà, ils auront quand même des masques FFP2 durant le concert, ça n'empêche pas les gestes barrières. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne le fait pas partout? C'est ma question, je ne veux pas interdire entre guillemets les spectateurs. Là, ça va servir de test, et si ce test fonctionne, eh bien par exemple, il y a Ayam qui essaye également, lui, d'inviter au Dôme de Marseille 1000 personnes sur le même principe. Donc là, on a à grande échelle, et ça permettrait, en tout cas aux Victoires de la musique, d'avoir un public. Donc voilà. Alors, il y a également Top Chef dont on voulait parler. Oui, Top Chef, oui, vous avez effectivement. Ouais, alors Top Chef, c'est assez dingue. Ils n'auront pas de masque. Parce qu'ils ont réussi à tourner. Donc déjà, c'est vrai que c'est très surprenant. Ils ont réussi à tourner ces derniers mois. Et alors, c'est vrai que quand on y va, on sent tout de suite que c'est très encadré, c'est-à-dire que ils sont même pas aux masques chirurgicaux, ils vous donnent un FFP2 quand vous arrivez, vous devez avoir fait un test, on prend votre température, on vous demande de vous laver les mains, il y a des stations sanitaires à peu près tous les 2 mètres partout. Qui permettent de se laver les mains, de changer les masques, etc. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont mis les candidats dans des bulles. En gros, 14 jours avant le début du tournage, ils les ont fait aller à l'hôtel et ils leur ont dit, bon bah voilà, les conditions. C'est qu'en fait, ils ont vécu le loft ils auraient dû filmer l'intérieur. Avec évidemment des exceptions s'ils avaient besoin de sortir pour des raisons personnelles, mais très encadré, c'est-à-dire que du coup, ils leur ont dit, bon bah on est désolé, mais si vous voulez faire le concours, il va falloir le faire dans ces conditions-là, parce qu'il est évident qu'un concours de cuisine ne peut pas être fait avec des masques. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les chefs, ils sont testés 2 fois par semaine.
tout le personnel aussi, ils sont testés régulièrement. Ils ont eu des cas, donc ils les ont isolés. Alors, ils ont quand même eu des cas, mais ils n'ont pas été considérés comme un cluster, parce que du coup, il n'y a pas eu d'autres cas avérés. Ouais. À chaque fois, il y a un cas. Et c'est vrai que le fait d'avoir mis les candidats dans des bulles, ça leur a permis de tourner dans les conditions habituelles, ce qui fait qu'en regardant l'émission, on n'a pas la sensation qu'on est sous Covid. Par contre, en coulisses, j'en avais discuté également avec Stéphane Rothenberg, décidément, qui m'avait dit c'est quand même très frustrant parce que du coup, on déjeune même pas ensemble, même les chefs, en dehors du plateau. Ils avaient chacun leur loge. Pour la première fois, ils avaient des loges. Avant, ils avaient des loges ensemble. Là, ils avaient des loges séparées. Ils déjeunaient avec leur petit plateau repas tout seuls dans leur coin et ils s'envoient des messages pour se dire ça tourne, venez. C'est vrai que c'est quand même extrêmement triste. Et ils disaient ça va pas se sentir à l'image, mais pour nous, c'est pas forcément le plus chaleureux du monde, surtout qu'on a l'habitude de se prendre dans les bras. Et c'est vrai qu'on a les réflexes et disent, vous le verrez à l'écran, souvent on s'ouvre les bras, on vient, puis on dit non, c'est vrai, on peut pas. Donc voilà. Allez. Mais a priori, ça ne devrait pas changer grand-chose à l'image. Votre coup de cœur, c'est pour cette adaptation de This Is Us sur TF1, série américaine qui en est à sa 4e, 5e saison, 5e saison. Qui a démarré et sur donc Canal+, c'est nous on recevra Marie-Lou Berry et la productrice lundi prochain. Vous avez regardé attentivement, vous avez aimé? Alors moi j'ai aimé. Alors c'est vrai que le pari il est quand même osé, risqué parce que This Is Us a pas beaucoup marché en France. Quand M6 l'a diffusé, ils étaient à 1 million timidement. Donc c'est vrai que ça n'a pas fait le carton auquel ils s'attendaient, sachant qu'aux États-Unis c'est un des programmes les plus regardés en télévision actuellement et depuis que ça a commencé. Donc c'est très surprenant. Mais dans le monde, ils ont eu le cas un peu partout. C'est vrai que c'est très américain dans le modèle, la famille américaine moyenne, et ça nous parle moins. Donc l'idée de la productrice de dire je vais faire une série sur le même modèle qui effectivement soit un calque de ça mais une adaptation, c'est pas une mauvaise idée et ça fonctionne, c'est-à-dire que vraiment c'est une série française avec une intrigue française où il y a eu des parallèles qui ont été faits qui sont intéressants, le Super Bowl qui devient l'élection de Mitterrand, ce genre de choses fait que les gens vont pouvoir aussi revivre certaines et s'identifier un petit peu plus à ça. Et c'est vrai que la productrice, c'est ce que vous racontez dans votre article dans Paris Match, c'est qu'elle a tout de suite flashé sur la série, elle a voulu l'adapter, on lui a dit non, et puis après ils sont revenus vers elle et c'est adapté dans un certain nombre de pays avec, c'est assez frappant, moi j'ai pu voir le premier épisode, de voir que les personnages sont exactement les mêmes, avec une ressemblance absolument physique, Hugo Becker qui ressemble comme deux gouttes d'eau au père, donc voilà, moi j'ai pas encore, ça m'a un peu dérangé, je dois vous dire, donc je vais me replonger dedans. Moi j'aime bien la série américaine, donc je pense que à s'en détacher en fait, et c'est vrai que c'est pas simple, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on est rentré dedans, on oublie, et finalement on regarde ça comme une série assez classique, mais c'est vrai que moi j'aurais préféré ne pas avoir vu la version américaine aussi pour pouvoir la découvrir complètement. En profiter. Voilà. Alors Gilles, la réponse, alors ça mobilise nos auditeurs, on va peut-être refaire une émission sur le sujet d'avancer les émissions. Il va bien se vendre le Parisien de dimanche. Voilà, absolument. Certains râlent en disant sur certaines chaînes premium chaque soir c'est une demi-heure de pub, et puis d'autres nous disent il y en a ras-le-bol de ces petites pastilles qui contournent la pub sur le service public en particulier, qui sont du parrainage et qui font des petites séquences effectivement pour le fromage, etc. Voilà. Oui, non, mais ou des tas de choses, ils trouvent plein d'excuses. Donc la réponse eh bien oui, à 69%, vous pensez que les primes devraient commencer plus tôt, et non à 31%. Mais je pense que même en temps de non-confinement ou pas de couvre-feu, je pense que les gens attendent que les primes démarrent aussi. Ce qu'on appelle un prime, c'est le programme principal qui était normalement à 20h30 et qui maintenant est beaucoup plus tard. Merci à vous Clémence Duranton d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, vous êtes journaliste à Paris Match, 2 grands papiers à lire cette semaine sur les coulisses de Pékin Express et puis sur cette nouvelle série sur TF1, This Is Us, ça s'appelle Je te promets. Voilà. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard pour parler livres.